Alors, bonjour à tous et à toutes. Des salutations du Québec. Je suis Delphine Colin-Vézina. Je suis professeure à l'Université McGill et donc bien heureuse de participer à ce colloque, même si c'est avec une grande distance qui nous sépare, en espérant que la situation de la pandémie de la COVID-19 soit sous contrôle de votre côté, qu'elle ne soit pas trop préoccupante et que vous soyez tous en santé, ainsi que les communautés que vous servez. Je suis accompagnée aujourd'hui de Frédéric Martin, qui est agent de développement à Boscoville. Nous allons vous parler d'une initiative excessivement intéressante que nous avons mise en place. Et donc, permettez-nous de maintenant donner place à nos visages pour rendre cette présentation plus personnalisée. Alors, bien le bonjour encore une fois. Aujourd'hui, on vous parle d'une initiative très intéressante qu'on a mis en place qui fait partie d'un grand mouvement au Québec de mettre en place des pratiques, on va dire, axées sur le trauma. Nous savons, Frédéric et moi, que vous utilisez le terme traumatologie, qui est un terme qu'on utilise peu au Québec parce qu'il fait référence à une branche de la médecine qui traite les traumas physiques. Alors, au Québec, on parle des approches axées sur le trauma, qui est une traduction finalement du terme anglophone Trauma Informed Care et qui peut se résumer de la façon suivante, c'est-à-dire que les approches axées sur le trauma vont vouloir toujours viser 4 grands principes qui se résument par un acronyme des 4 R. Alors, le premier R est d'aider toutes les personnes qui font partie des organismes à réaliser l'ampleur des traumas, réaliser l'impact que ces traumatismes ont dans la vie des enfants et donc se donner les moyens pour sensibiliser, pour former les personnes qui sont en contact avec ceux-ci, que ce soit des intervenants, des bénévoles, toutes les personnes qui sont, dans le fond, qui font partie du cercle de l'enfant. Le deuxième R est reconnaître et donc se donner des outils pour reconnaître ces signes chez les enfants, pour reconnaître leur évolution, pour avoir des données sur lesquelles s'appuyer pour bien évaluer comment ces enfants se portent et comment ils évoluent à travers les services qu'on leur offre. C'est aussi reconnaître les signes de trauma vicariant, de compassion de fatigue chez les intervenants, de les soutenir aussi dans ce travail, cette mission si importante mais parfois difficile. Le troisième R est de répondre aux besoins des enfants, s'assurer qu'on a des pratiques, des politiques, des procédures qui vont permettre vraiment d'aller vers les besoins de ces enfants, leur permettre de retrouver la trajectoire la plus normative possible. Et finalement, le quatrième R, mais non le moindre, est de résister activement à retraumatiser ces enfants. Donc, est-ce que dans nos pratiques, nos politiques, nos procédures, on s'assure de réduire le plus possible des déplacements des enfants qui seraient faits d'une façon peut-être trop dans l'urgence? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises sans consulter, sans donner la parole à l'enfant? Est-ce que l'enfant doit témoigner à la cour, mais il n'est pas préparé, c'est une situation difficile pour lui? Est-ce que dans nos pratiques, on va utiliser trop souvent des mesures vraiment exceptionnelles comme la contention et l'isolement qui pourraient juste amener l'enfant à croire encore plus que le monde est dangereux? Donc, ces grands principes ont mené au développement d'un programme qui s'appelle le programme Pingouin et je laisse Frédéric vous le présenter. Bonjour, merci Delphine. Donc, je m'appelle Frédéric Martin, je suis psychoéducateur, je suis aussi chargé de projet du programme Pingouin à Boscoville, un programme en fait qui s'implante dans plusieurs régions du Québec et d'ailleurs par le biais aussi d'un projet pilote là, avec la Fondation des apprentis d'Auteuil chez vous en fait en Île-de-France. Donc, moi en fait je travaille pour Boscoville. Rapidement en fait, qu'est-ce que c'est Boscoville? On est un organisme à but non lucratif situé à Montréal. Notre mission, c'est de faciliter vraiment le développement des pratiques dans les milieux d'intervention à la jeunesse. Notre rôle, un peu dans une approche d'innovation sociale, c'est d'être une courroie de transmission entre la recherche et la pratique. Donc, d'une certaine manière, de vulgariser là, des notions scientifiques pour les rendre plus applicables. Par exemple, un mercredi après-midi là, au retour des classes. Donc, on a vraiment une place centrale, finalement, entre le terrain et la recherche. Et puis, notre but, c'est vraiment de rapprocher ces deux mondes-là qui sont vraiment indispensables là, dans la recherche de solutions quand on veut améliorer finalement des pratiques là, dans les milieux.
Donc, aujourd'hui, je voulais vous résumer un petit peu notre approche d'implantation. On parle un petit peu de mise en œuvre à partir, dans le fond, d'exemples tirés de notre programme Pingouin, finalement, qu'on a développé avec l'aide de Delphine et avec l'aide aussi des milieux d'intervention qui sont nos partenaires. Donc, en 3 grandes étapes, un peu comment on démarre un projet de la sorte, comment on le planifie, comment on l'implante. Donc, évidemment, pour commencer, c'est certain qu'une bonne évaluation des besoins, autant en partenariat avec le terrain que la recherche, ça reste une condition incontournable. Donc, dans le cadre de Pingouin, on a effectué plusieurs visites de milieu pour entendre les intervenants, les chefs de service nous parler en fait des défis qu'ils rencontrent avec leur prise en charge finalement des enfants 6-12 ans. Évidemment, avec l'aide aussi de la recherche, de faire une bonne revue de littérature, comprendre la problématique de notre public cible. Donc, avoir, dans le fond, l'aide de la recherche aussi en partant pour comprendre c'est quoi le trauma complexe, c'est quoi les pistes de solutions qu'on peut envisager qui sont valides scientifiquement, et en même temps, avec le terrain, comprendre c'est quoi aussi les limites de temps, les budgets à respecter, les pratiques existantes aussi sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour faire comme un arrimage finalement réaliste lors du développement. Donc, dans notre période de démarrage, vraiment, là, ce mariage-là des réalités a fait en sorte qu'on était capable de développer un programme, en fait, une initiative qui allait être valide tant au niveau de la science, donc des fondements qui nous permettent d'accompagner des jeunes qui ont des traumas, et aussi valide finalement au niveau de l'applicabilité terrain, donc de proposer une solution finalement qui est implantable finalement dans un milieu d'intervention où les éducateurs travaillent au quotidien avec les enfants. Donc, quand on passe à l'étape planification, qui est comme une deuxième grande phase qu'on a organisée pour la mise en œuvre, une des premières choses pour nous qui est importante, c'est de constituer une équipe pilote qui va suivre le projet du début à la fin. Donc, dans le programme Pingouin, quand on démarre un projet avec un milieu, on va fortement suggérer finalement qu'un membre de chaque mission professionnelle, donc par exemple un éducateur, un psychoéducateur, un chef de service, un membre de la direction, constitue cette équipe pilote-là qui va permettre finalement de faire avancer le projet en tenant compte des besoins et des défis à chaque palier. Donc, et de trouver des solutions qui sont valables pour tous quand on rencontre des freins, qui vont tenir compte finalement de la réalité du terrain, mais aussi parfois des limites budgétaires ou des orientations stratégiques qu'un milieu pourrait prendre. Donc, d'avoir cette équipe-là, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très, très facilitant pour l'implantation. Et puis, avec eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier l'ensemble des étapes de la mise en œuvre, parce que ce qui est important de comprendre dans un programme comme Pingouin, c'est qu'on veut tenir compte du fait que le projet ne reposera pas seulement que sur des formations. La science de l'implantation, si je peux me permettre, nous met bien en garde, en fait, d'implanter des projets d'une aussi grande envergure seulement par le biais de formation. Donc, avec l'équipe pilote, ce qu'on va chercher à faire, c'est de planifier le restant des stratégies de mise en œuvre qui vont permettre, dans le fond, la pérennité du programme, qui vont permettre une implantation, finalement, qui va être durable dans le milieu. Donc, dans cette planification-là, on va considérer, oui, les formations, mais aussi les stratégies d'accompagnement, les développements, les suivis, les communautés de pratique. Bref, l'ensemble des ingrédients que je vais vous énumérer là, dans quelques instants qui facilitent vraiment beaucoup, en fait, la mise en œuvre du programme. Le but de ça aussi, c'est d'éviter les surprises. Donc, quand on fait une bonne planification au départ avec nos milieux, d'avoir l'ensemble des conditions à mettre en place nous permet vraiment, finalement, de bien faire les choses, de bien planifier les différentes conditions et puis avancer finalement dans le projet là, dans les meilleures conditions. Donc, au niveau de la mise en œuvre du programme Pingouin, c'est un programme qui contient 8 formations qui vont s'échelonner sur 3 ans. Donc, c'est un projet qui est assez volumineux. Donc, nécessairement, en fait, pour que tout ça tienne la route, pour que tout ça s'implante, on a prévu, en fait, différentes stratégies de mise en œuvre qui nous permettent, en fait, de bien faire le travail. Première chose, on fait des pré-formations. Donc, avant que chaque contenu, en fait, arrive dans les équipes, on rencontre nos équipes pilotes, on leur présente les contenus, on identifie les enjeux, on adapte le vocabulaire. Donc, ça nous permet vraiment, finalement, de préparer la venue des nouveaux contenus, des nouvelles pratiques sur le terrain. Évidemment, par la suite, on donne des formations aux équipes. Donc, ça reste quand même une condition incontournable de former les gens. On pourrait s'arrêter ici avec la formation, mais encore une fois, on propose à Boscoville d'aller un petit peu plus loin que ça si on veut obtenir des effets durables. Donc, c'est pour ça qu'après les formations,
il y a une grosse partie de travail qui s'enclenche pour développer les pratiques et pour les mettre en œuvre. Et puis, comment on opère ça, en fait, rapidement, c'est qu'on va proposer aux équipes aussi de développer un temps de travail qui va leur permettre, en fait, de construire les pratiques. Là, je vous donne un exemple. On va construire des routines avec les milieux. Ben, ça prend un temps, ça, pour considérer comment on va faire l'heure du coucher, comment on va considérer faire l'heure du déjeuner, comment on va animer les repas. Donc, ce temps de développement-là, c'est une stratégie, en fait, de dégagement de temps qui nous permet vraiment, en fait, là, de consolider ces pratiques-là. Et puis, par la suite, offrir de l'accompagnement. L'accompagnement, en fait, est super important dans ce projet-là. Je vous dirais que c'est vraiment une pierre angulaire là, qui nous permet d'implanter les pratiques réellement dans le quotidien. Parce que, bon, je vous apprendrai rien en vous disant que le travail des intervenants, c'est un travail qui est très difficile. C'est un travail qui est demandant au niveau, tant émotif au niveau de la disponibilité physique auprès des jeunes. Donc, on pourrait dire que c'est facile de dire qu'il faut être apaisant à l'heure du dodo, mais la réalité est tout autre quand on est en contact avec les jeunes à tous les jours et qu'on doit animer, en fait, ces activités-là. Donc, pour nous, tout le bagage de stratégie d'accompagnement de ces intervenants-là est super important. Puis, je vous donne quelques exemples. Proposer des études de cas pour essayer de solutionner des fois des défis qui sont complexes. Des visites sur le terrain par les cliniciens pour aller donner du soutien, du support aux intervenants. Des supervisions individuelles aussi pour échanger des fois sur des défis qu'on rencontre avec les jeunes. Un point à l'ordre du jour en rencontre d'équipe pour qu'en équipe, on puisse échanger sur les défis qu'on rencontre. Donc, toutes ces stratégies-là d'accompagnement, on les propose, on les définit avec les milieux qui sont très importantes, en fait, là, pour la mise en œuvre. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Par la suite, on va faire un suivi d'implantation, donc sur une base régulière avec notre équipe pilote pour évaluer l'avancement du projet, traiter les freins aussi. Dans une optique de gestion du changement, ce qu'on dit, c'est qu'une préoccupation qui n'est pas traitée, ça se transforme en résistance. Donc, pour accompagner l'équipe, pour avancer le projet, en fait, et traverser l'ensemble des défis qu'on rencontre, vraiment un suivi d'implantation avec l'équipe pilote où on se réunit, par exemple, aux 3 mois ou 4 mois pour faire le point sur le projet, pour identifier les freins, proposer des solutions. C'est une stratégie de mise en œuvre aussi qu'on met beaucoup de l'avant là, avec le programme Pingouin. Je termine avec 2 petites choses en termes de stratégie. Environ 3 fois par année, on va animer des communautés de pratique. Donc, on va regrouper l'ensemble de nos intervenants des divers milieux autour de l'approche. Donc, on travaille avec plusieurs régions du Québec. On travaille avec une région parisienne. Donc, on inclut ces gens-là qui, normalement, ne se parleraient pas pour échanger sur des thématiques liées à l'approche, autant au niveau de l'implantation, au niveau de la formation continue, au niveau, en fait, des stratégies de mise en œuvre, pour créer finalement un partage, une grande communauté autour de ces pratiques-là, puis de faire bénéficier finalement l'expérience de tout le monde au travers du projet. Évidemment, on invite nos chercheurs à ces moments-là. Donc, Delphine fait partie aussi de nos communautés de pratique. Hein, puis on en organise aussi à chaque année avec son symposium, qui est un événement encore plus grand que la communauté de pratique, où vraiment là, ce symposium-là, encore une fois organisé par Delphine et son équipe, permet vraiment, dans le fond, annuellement aussi, d'entendre parler des nouvelles pratiques, d'entendre les chercheurs, en fait, d'entendre l'avancement aussi de nos connaissances sur le trauma complexe pour que tout le monde, finalement, encore une fois, ensemble, puisse bénéficier de l'expérience de tous là, dans cet apprentissage-là, finalement, de l'approche. Donc, voilà, si je peux conclure, en fait, rapidement, là, tous les endroits où le programme s'est bien implanté, il y avait tous des caractéristiques communes. Une priorité organisationnelle puis un leadership fort, une implication vraiment de tout le monde dans leurs diverses missions professionnelles. Donc, encore une fois, les éducateurs, les cliniciens, les chefs, les milieux qui ont fait des équipes comme ça a vraiment bien fonctionné. Les équipes qui se sont laissées le temps aussi, donc qui ont fait le projet sur l'ensemble des 3 ans, qui ont espacé les formations, ça a été très aidant. Évidemment aussi les équipes, les milieux qui ont traité les préoccupations au fur et à mesure que le projet avançait et puis qui ont offert de l'accompagnement pour bien intégrer les pratiques. Ça se résume vraiment à ces conditions-là qui ont beaucoup favorisé la mise en œuvre. Donc voilà, moi je pense qu'à Boscoville, pour conclure, là, on pense vraiment que si on développe le réflexe de bien réfléchir, de bien planifier notre mise en œuvre, on peut réellement apporter un soutien aux équipes là, dans leur démarche d'amélioration des pratiques. Donc voilà, je ne sais pas, Delphine, pour terminer, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles des effets du programme un peu
Bon, j'ai parlé un peu de mise en œuvre, mais si tu peux nous parler aussi de qu'est-ce que ça fait finalement, ce programme-là, Pingouin, ou cette approche-là, trauma finalement dans les milieux, ça serait super, là. Bien sûr, pour conclure, dans le fond, sur une note positive, peut-être ce qui est intéressant de rappeler, puis je trouve, Frédéric, que tu le mentionnes vraiment bien, c'est à quel point c'est plutôt un processus de changement hein, plutôt qu'une finalité. Alors, on a, avec les approches axées sur le trauma, la philosophie, c'est de se mettre en démarche, c'est de se mettre en mouvement et d'aller vers des changements qui vont prendre un certain temps avant de pouvoir vraiment bien se déployer puis pouvoir être démontrés par des données. La plupart des recherches qui ont eu lieu et qui sont publiées vont souvent mesurer l'impact sur 5 ans parce qu'il y a bien sûr des choses très ponctuelles qui peuvent arriver, mais c'est un changement de culture, hein, être moins sur le comportement, être davantage dans l'accompagnement, être plus dans la réalisation du bagage de vie que l'enfant amène avec lui et de pouvoir vraiment le soutenir dans son développement. C'est quand même un changement de paradigme important, ce qui fait en sorte qu'il faut se donner du temps. Et dans ce temps, il y a des changements qui vont pouvoir s'opérer des fois à plus court terme, des fois à plus long terme. Ce qu'on voit, nous, dans nos recherches à court terme, puis donc c'est déjà à l'intérieur d'une année, et puis avec le programme Pingouin en particulier, c'est des changements d'attitude. D'abord, avant de changer peut-être les pratiques professionnelles, au moins, on va changer les attitudes des intervenants, leur permettre de réaliser plus complètement le fait que le bagage de vie des enfants interfère avec leur capacité de bien se comporter, de bien se réguler, de pouvoir bien avoir des bonnes habiletés prosociales. Et donc, les attitudes et aussi l'attitude de l'intervenant dans quel est son rôle. Est-ce qu'il se voit comme un pilier donc d'attachement, être une personne qui va amener des opportunités de guérison ou si ça va être moins perçu de cette façon. Alors, vraiment, déjà, dans un premier temps, les attitudes changent chez les intervenants. Ce qu'on voit également dans les pratiques professionnelles assez à court terme, c'est que les intervenants vont avoir moins recours, par exemple, dans des unités de foyers de groupe dans lesquelles il y a Pingouin, vont avoir moins recours à la contention, à l'isolement, au retrait. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que on veut penser que nos milieux offrent des endroits sécuritaires pour les enfants et que des pratiques qui pourraient être perçues comme très difficiles pour les enfants font vraiment maintenant l'objet de cas rares et non d'éléments qui font partie de la pratique professionnelle. Et ce qu'on espère documenter avec le temps, et donc on est en démarche nous aussi, puis on collabore avec Boscoville à ce sujet, c'est de voir est-ce que lorsqu'on fait des observations, est-ce que ça change réellement les comportements des intervenants? Puis ultimement, ce qui nous importe le plus, c'est savoir est-ce que les enfants vont mieux? Est-ce que les enfants, finalement, qui sont dans ces unités, se portent mieux? Et ça serait la meilleure nouvelle, bien sûr. Et donc, c'est ce qui va nous occuper, Frédéric et moi, et les collègues avec qui on collabore pour les prochaines années. Je pense que c'est important de se dire qu'on doit se mobiliser dans ce chemin et voir des objectifs à plus court terme, à plus long terme pour rester tous bien mobilisés parce que, bien sûr, c'est un changement qui est important et on vous souhaite qu'en France comme au Québec, il y ait des initiatives qui soient porteuses comme celle-ci et qu'on ait l'occasion de pouvoir collaborer aussi entre nos deux pays. Ça serait vraiment fantastique. Alors, on vous souhaite une belle fin de colloque. Merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à notre petite vidéo. Et donc, on vous envoie nos meilleurs vœux de santé dans ce contexte de pandémie de vos cousins du Québec et en espérant que vous vous portez tous bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.